Bonjour les amis photographes, alors aujourd'hui je vous propose dans le cadre de ma série Les Causeries, donc avec déjà pas mal de contenu sur ma chaîne YouTube avec James Ville, avec Cyril Bertolone de Canson Infinity, donc c'est du contenu que vous pourrez aller regarder, c'est des causeries, on va dire c'est presque un apéro photo, c'est-à-dire qu'on est là tranquille avec des cacahuètes et on discute. Et aujourd'hui au niveau de la causerie, enfin ce qui a motivé cette causerie, c'est beaucoup de questions donc de certains d'entre vous qui me contactent en privé en me disant dis-moi Antonio, que penses-tu des dernières évolutions donc de Photoshop et particulièrement puisque ça va être le thème de cette causerie avec un invité que je vous présenterai juste après et plus particulièrement bien sûr l'intégration de plus en plus puissante donc de l'intelligence artificielle soit en assistance à la productivité d'image soit en génératif IA, donc c'est-à-dire qu'on part de zéro et on demande tout simplement au logiciel, à l'algorithme de créer des images. Et donc, on a deux domaines différents, donc on va bien sûr en parler. On va surtout comparer un peu ces deux approches. Et donc, et c'est pour ça que c'est ce qui a motivé un peu cette vidéo. Donc, comme je n'aime pas faire des causeries, et que des causeries, il faut être deux, donc j'ai demandé à Mathieu qui est donc photographe professionnel, formateur, et qui est aussi le créateur de la chaîne NoCab. C'est comme ça qu'on prononce ça, Mathieu? Oui, tout à fait, oui, oui, NoCab, en Donc, fait, alors, je raconte pas pourquoi ça s'appelle NoCab, on est d'accord, hein. oui, bah, ouais, bah, je le dis tout simplement, c'est mon nom à l'envers, Ton voilà. nom à l'envers, voilà. Ça Donc, va plus loin que ça. vous venez de découvrir donc le visage de Mathieu avec une très jolie barbe, donc que j'apprécie beaucoup. Un peu jaloux, j'aimerais bien avoir une petite barbe comme ça aussi. Ah bah écoute, Il y a du, celle-là, il y a, il y a du je la travail travaille. quand même, hein. Ah, il y a du travail, exactement, il y a du travail. Mais en tout cas, je suis ravi d'être avec toi, mon cher Antonio. C'est toujours un plaisir d'avoir ces causeries avec toi. Et c'est un sujet dont on a déjà pas mal parlé et on est sur la même longueur d'onde. Donc ça va être très intéressant de parler de ces nouveautés. Bah, c'est-à-dire que on a passé pas mal de temps ensemble au salon de la photo, donc sur le stand de Nisi, et puis c'est vrai on parle, bah, forcément, on finit par parler de photo un peu, et puis c'est des thèmes qu'on aborde régulièrement, puisque c'est très clairement, le monde de la photo est un peu bousculé avec l'arrivée de l'intelligence artificielle depuis 2-3 ans, et c'est vrai qu'on sentait déjà arriver ce tsunami de technologie avec les premières assistances proposées par Adobe. Alors, on va parler de Photoshop, puisque ce qui a motivé un peu, c'est la dernière mise à jour Photoshop, qui moi personnellement m'a un peu déçu, très clairement. Pour tous ceux qui m'ont posé la question, oui, je suis déçu par les dernières évolutions d'Adobe. Après, c'est personnel, on va en parler. Je demanderai donc l'opinion aussi de notre ami Mathieu. Et donc, il y a toutes ces évolutions. On a vu arriver ces évolutions, donc l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, c'est considérablement accéléré, mais à une vitesse assez folle, hein. Donc, même moi, je suis bluffé par ce que le génératif IA est capable de nous proposer. C'est de plus en plus bluffant. Et donc, forcément, on a ce questionnement de beaucoup d'entre vous. Est-ce que c'est la fin de la photographie? Est-ce que c'est la fin du plaisir de créer soi-même? Est-ce que c'est la... Moi, je me considère, et je pense que Mathieu aussi, beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans cette définition, je me considère un peu comme un tripoteur de pixels. J'adore tripoter le pixel. J'adore déplacer des pixels. Mais après, c'est une passion qui est personnelle. Et on va donc aborder ce thème entre les passionnés de la photographie, les doutes de certains, les dégâts aussi que l'IA a, donc, parce qu'il y a très clairement pas mal on va dire, de retoucheurs professionnels comme j'ai pu l'être qui se retrouvent un peu en difficulté. On va en parler aussi. Et donc voilà, globalement, l'architecture de cette causerie. Alors c'est une causerie, il y a pas de, on n'a rien préparé avec Mathieu. On s'est dit tiens, si on causait un peu C'est une comme, discussion ouverte, voilà. Moi je suis au exactement. Portugal, toi tu es du côté donc de Calais, donc Ouais, moi je suis sur la Côte d'Opale, la Côte exactement. Comme d'Opale. on disait, là au moment où on tourne cette vidéo, toi tu disais aux alentours des 16 degrés. Moi on est plutôt à 2-3. Donc on n'est pas aux mêmes latitudes. Bon, il y a quand même pas mal de distance, hein. Je suis plus près de l'équateur, on va dire. Ouais, exactement, exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces genres de petites causeries, on aurait pu très bien avoir cette conversation devant des cacahuètes, devant une petite bière ou un truc comme ça du côté de chez toi, mais donc on peut le faire en ligne. Donc voilà, le thème c'est une petite causerie sans prétention autour de l'intelligence artificielle. Donc on va discuter un peu, puisqu'en plus on a quand même on a peut-être 2 générations de différence, puisque je suis plus proche des 60 ans, toi tu es plus proche des 40, c'est ça? 35? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. J'arrive doucement vers les 35. Donc 35, et donc moi j'ai un gros passé de par mon parcours de plus de 36 ans en tant que professionnel de l'image, puisque reporter,
auteur photographe et bien sûr expert en retouche numérique. Donc c'est vrai que j'ai clairement vu évoluer donc le monde de la retouche. On parle de la retouche pure, puisque l'intelligence artificielle, on va s'axer principalement sur Lightroom et Photoshop, puisque le discours qu'on va avoir sur Adobe, on pourrait l'avoir avec n'importe quelle entreprise d'édition de logiciels. On est d'accord, Mathieu ? Tu vois, moi, pour ceux qui me suivent, moi, bien sûr, je travaille aussi sur la suite Adobe, hein, mais je travaille beaucoup aussi sur l'écosystème DxO. Et même si c'est pour des choses tout à fait différentes, mais aujourd'hui, l'IA est vraiment devenue un enjeu majeur. Je veux dire, ne serait-ce que pour on va dire, pour l'évolution des entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est presque si dans même... je sais pas, l'attente du public, aujourd'hui, si tu n'as pas une fonctionnalité avec le tampon IA, les gens sont presque déçus. Donc voilà, aujourd'hui, même si on va en parler, moi, je trouve ça toujours dingue parce qu'on a toujours su faire de l'édition, de la retouche, etc. Sans IA. On s'en portait très bien. Mais aujourd'hui, les gens attendent ça comme le Messie. Et c'est vrai qu'il y a... Moi, je suis totalement comme toi. Quand j'ai vu les nouveautés là, de Adobe Max 2026, j'ai été déçu. Voilà, j'ai été clairement déçu. Et ce tout IA, là, cette vague de tout IA, moi, me laisse pantois. Et comme tu dis, quand on aime tripoter les pixels, quand on aime ressentir... on parlait tout à l'heure en off le petit vent qui te gèle le lobe de l'oreille sur le terrain. Voilà, quand on aime ce genre de choses, il est vrai que on se dit, pour nous, photographes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté où il n'y a pas un tampon IA dessus, quoi. Comment repenser aujourd'hui? Est-ce qu'on peut penser l'évolution de la photographie sans IA, quoi? C'est vraiment ça. Enfin, moi, je catégorise très clairement les deux parties. Il y a l'assistance à la production. J'ai travaillé pendant 17 ans pour des très grosses agences de com parisiennes, Strateus, Alice, Publicis, etc. Donc, et pendant 17 ans, j'ai fait 8 heures de retouche Photoshop, donc 5 jours par semaine pendant 17 ans. Donc, c'est-à-dire que la retouche à création numérique, ça fait partie de mon ADN. C'est-à-dire que je suis un passionné de la retouche et on faisait des choses exceptionnelles. On a fait des campagnes donc médias mondiales, donc avec des créations sublimes, donc irréprochables. Et donc ce savoir-faire, c'est ce que je partage donc à travers donc ma photo académie, etc. Mais c'est vrai que cette passion de la création, je pense moi personnellement que même si il y a des outils d'assistance à la production d'images, donc tous ces outils qu'on nous propose, moi je suis plutôt fan, puisque avant pour supprimer une poubelle, quand vous faites par exemple de l'urbain et que vous avez forcément, je sais pas, un camion poubelle ou un sac abandonné sur le trottoir, avant on le savait déjà supprimer ça. En quelques minutes on supprimait, mais ça demandait du temps et du savoir-faire et de la maîtrise. Maintenant c'est vrai que l'assistance IA, la suppression d'éléments disgracieux, c'est vrai que c'est un énorme gain de temps, donc on peut féliciter ça. Là-dessus, je pense que c'est vraiment une belle évolution. Après, quand on commence à modifier l'architecture d'une image, la retransformer pour, en fin de compte, j'ai vu un exemple récent d'un portrait donc de jeune fille, on demandait tout simplement, je voudrais un 3/4 gauche, un 3/4 droite, une légère plongée, une légère contre-plongée. On n'est plus donc dans la photographie, on est dans le génératif IA. Mais je pense que toutes ces évolutions-là, pour les vrais passionnés que nous sommes, donc du terrain, c'est juste des choses en plus qui vont répondre à des besoins. Mais pour le vrai passionné, le vrai photographe qui va sur le terrain chercher une belle photo prise directement sur le terrain, qui répond donc à un univers, à une sensibilité, que ce soit réaliste parce qu'on va rester sur la réalité du moment, on va juste la sublimer, ou que ce soit une base de travail pour la remodifier entièrement, mais en mode artisanal, donc avec ce plaisir du faire soi-même, c'est totalement différent. Je pense que les dernières évolutions de Photoshop vont répondre à des besoins. Mais pour nous, pour toi, pour beaucoup d'entre nous qui nous regardent, c'est juste des trucs en plus.
Et moi, je pense que aussi, ça dépend je pense que ça dépend du type de flux qu'on attend, en fait, de qu'est-ce qu'on fait avec nos images. C'est-à-dire que, par exemple, je pense pour certains professionnels dans le milieu créatif, moi, aujourd'hui, je sépare vraiment, et ça me fait assez sourire parce que, pour moi, aujourd'hui, on parle vraiment de création de contenu. Et le truc, c'est que la création de contenu, c'est la création de contenu divers et variés, quoi. Mais quand tu es photographe, l'étymologie même de photographe, c'est photos graphein, hein, c'est de travailler ta matière première, c'est la lumière, quoi. Donc c'est de se dire, tu figes comme ça une fraction du temps et de se dire, en fait, tout ça, c'est cool, ce sont des outils, mais ce ne sont que des outils. Et le truc, c'est que moi, je rejoins totalement ta définition sur vraiment l'IA d'un côté sur tout ce qui est outils d'assistance, sélection, etc. Et après, tout ce qui est vraiment génératif. Et là aussi, après, on peut découper en sous-catégories. Mais l'idée, c'est que l'assistance, honnêtement, enfin ça on en a déjà parlé tous les deux en off, mais on n'est pas du tout dans un discours un peu vieux con, genre c'était mieux avant. C'est pas du tout ça. En fait, c'est de dire le monde évolue et l'innovation fait partie voilà, de la société, de tout. Le truc, c'est de se dire, comme pour toute innovation, il y a du bien, il y a du moins bien, mais de se dire une assistance quelle qu'elle soit, dans n'importe quel travail, que ce soit la photographie ou pas, c'est toujours le bienvenu en soi. Le problème n'est pas l'assistance, mais ce qu'on en fait. Et moi, j'aime toujours dire, un marteau reste un marteau. Un marteau, tu peux en faire ce que tu veux. Ce qui compte, c'est pas l'outil. Un marteau, c'est un marteau. C'est qui le tient et qu'est-ce qu'on en fait. Un marteau, tu peux décider de planter un clou, comme tu peux décider de frapper quelqu'un avec. Ça reste un outil. Et donc, la seule question qu'on a à se poser sur les outils d'assistance, c'est savoir... comme toute assistance, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où après, je pense, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet, de voir les limites de ces outils, parce qu'ils sont contre-intuitifs dans leur facilité d'accessibilité, entre guillemets. Et puis après, il y a la deuxième partie qui est générative. Et là c'est pareil. Pour moi, il y a une énorme nuance entre, en effet, supprimer une poubelle où c'est 2 clics et c'est vrai que ça fait gagner un temps précieux. Et moi, je suis le premier à le consommer. Quand j'ai une prestation et que je dois éditer des centaines de photos pour un client, il est vrai que des fois, tu as une poubelle... voilà, avant, ça m'aurait pris quand même du temps de passer dans Photoshop, de faire tout ça manuellement. Aujourd'hui, tu fais en 2 clics, c'est supprimé et voilà. Bien évidemment, à condition que ça reste de petite taille, parce que aujourd'hui, ces technologies génératives sont sur des définitions d'affichage qui sont ridiculement petites. Donc voilà. Mais après, il est vrai que quand tu commences à rentrer, et ça, je pense que c'est un débat qu'on a tous, notamment autour des IA génératives, pour là carrément remplacer des parties entières de l'image. Là, il y a 2 choses. D'un côté, c'est la question de savoir, oui, en effet, est-ce qu'on parle toujours de photographie ? Parce qu'aujourd'hui, voilà, comme tu dis, si tu pars d'une base mais que tu changes tout dessus, c'est plus ta photo. Je veux dire, on n'est plus sur la photo, on est sur la création digitale. Et aujourd'hui, moi, j'entends totalement qu'il y ait des artistes digitaux, parce que voilà, tu peux repartir dans le passé et te dire, Monet, quand il a commencé à faire l'impressionnisme, dans l'époque dans laquelle il faisait, on disait que c'était un fou, que c'était nul ce qu'il faisait et qu'il était à contre-courant des courants artistiques. Très bien, aujourd'hui on peut dire ça de quelqu'un qui va faire de la création via l'IA. Au final, c'est un processus artistique avec un flux qui est un peu différent, mais voilà. Le truc, c'est... pour moi, il y a une dissonance quand on se dit photographe, de dire, voilà, moi je fais de la photographie, mais j'ai tellement trifouillé ma photo qu'au final, il reste que 3% de ma photo de la prise de vue, quoi. Moi, je suis photographe et je suis créateur. C'est-à-dire que... Ouais, voilà, pareil. Moi, je me définis comme ça aussi. Voilà, je fais des reportages pour la presse mag, et là, on me dit, Antonio, on aime bien ton univers à toi, ton univers qui est on va dire, identifiable, puisque tu as un univers qui est une signature. Mais quand tu travailles en reportage pour la presse mag, on ne te demande pas de faire ça. Je veux dire, tes ambiances un peu dark, un peu sombres, nous, on veut de la photo pour les magazines de presse voyage, on veut donner envie aux gens de voyager, on ne veut pas non plus les toits. Donc, mais c'est deux à part. Mais quand je suis sur le terrain et que je fais du reportage, je réponds à des besoins spécifiques. Quand je bosse pour mon activité d'auteur-photographe, donc pour éditer des images pour... je dis bien images, puisque l'idée de photographie ou image, à la rigueur, moi, ça fait bien longtemps que je ne me pose pas la question.
Donc que ce soit une photographie, une image, c'est quelque chose que quelqu'un va apprécier ou pas. C'est là le truc. Est-ce que vous aimez ou vous aimez pas? Mais des fois, il m'arrive d'aller sur... comme j'étais au Lofoten il y a quelques jours, chercher des ambiances qui correspondent à ma sensibilité, que je vais sublimer, que je vais idéaliser. Si on va mettre de côté l'aspect purement, on va dire, aide à la production d'images, où on supprime des poubelles. On va rentrer sur le conflit entre des photographes de terrain comme nous sommes et des personnes qui vont taper sur un clavier, sur un prompt, en demandant, voilà, j'aimerais une photo des Lofoten pris sous la neige de Hanoï, par exemple, avec une aurore boréale. Bon, hop, la photo sera générée. Ok, elle est là. Et après, tu as celui comme toi ou moi, on va sur le terrain, on va devoir s'équiper avec des vêtements techniques parce que ça caille sévère quand même. Tu vois, et il faut avoir du matériel qui encaisse les conditions. J'ai déjà été exposé d'ailleurs en parallèle, il n'y a pas si longtemps que ça, en région parisienne, c'était l'été dernier, où j'avais mon travail de photographe du terrain qui va des fois faire 2-3 fois le même voyage pour aller chercher les belles ambiances, les belles lumières qui correspondent donc à une sensibilité donc qui est la mienne. Et à côté, on avait une artiste qui travaille uniquement avec du génératif IA. Et c'est pas pour autant qu'il y a eu un conflit. C'est deux approches totalement différentes. C'est-à-dire qu'elle, son histoire, c'est qu'en fin de compte, elle a représenté donc un imaginaire. Ça veut dire qu'en fin de compte, elle avait une idée dans une rêverie. Elle a demandé à l'IA d'illustrer en fin de compte son sentiment, son imaginaire. Ce qui est tout à fait respectable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et de l'autre côté, moi, c'est un travail de terrain. Comme toi, tu vas sur le terrain, tu ramènes une photo, tu vas la sublimer. Mais moi, j'ai ma propre histoire. Ça veut dire que derrière chaque photo que je peux proposer, et je pense qu'on en a déjà parlé, c'est exactement pareil, derrière chaque photo que l'on propose sur les réseaux sociaux, donc qu'on va peut-être utiliser comme support pédagogique pour former d'autres passionnés, il y a une histoire. Je sais exactement les conditions sur lesquelles, tu vois, comme tu disais, le petit vent ici, le glas-glas, j'ai oublié ma batterie dans la bagnole, quel con, mais il faut que je change ma carte, j'ai les moufles comme ça, je caille, il faut que je change ma carte, j'aurais dû le faire ce matin à l'hôtel. Tout ça, c'est des histoires. Tu vois, on a des histoires différentes, on a des histoires humaines, donc de terrain, physique, on a une histoire physique, on est sur le terrain, on a froid, on va chercher les ambiances qu'on aime, on sait qu'on va avoir des difficultés, mais ça fait partie de l'histoire. Tandis que quand on tape sur un prompt, on n'a pas cet engagement physique, on a plutôt un engagement intellectuel, et c'est ça la différence. Les deux sont respectables, et pour moi, c'est le plus important, c'est de faire la différence. Le monde de la photographie a subi des tsunamis technologiques réguliers. Hein. Moi, j'ai commencé par l'argentique, ça fait 36 ans que je suis photographe. J'ai commencé par l'argentique, après le numérique est arrivé, la retouche numérique est arrivée, et donc le monde s'est adapté, et il s'adaptera aussi. Totalement. Et c'est de toute façon, je reprends un peu mes cours d'économie. Mais Joseph Schumpeter, grand économiste, qui a théorisé ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est l'idée que l'innovation, par des cycles comme ça, remplace forcément, ça détruit des choses plus anciennes, et voilà. Mais le truc, c'est que ça, c'est l'évolution. Je veux dire, quand le numérique est arrivé, ça y est, c'était la prophétie. Je veux dire, il y a comme ça des grandes innovations majeures, et l'IA aujourd'hui, c'est un enjeu de la photographie contemporaine. Ça, c'est certain. Le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, moi, ce qui me trouble, c'est qu'en fait, et ça c'est toutes les questions philosophiques, parce que là on rentre vraiment dans des questions philosophiques, c'est de savoir aujourd'hui, les frontières sont brouillées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais plus vraiment quand on est inondé, on n'a jamais eu autant d'images sous nos yeux qu'aujourd'hui, et pourtant moi je trouve que les gens n'ont jamais été aussi peu éduqués à l'image, mais c'est le fait qu'aujourd'hui on fait tous des images avec nos téléphones, c'est vrai, on a tous un téléphone dans la poche. Avant, quand même, quand on faisait de la photo, on avait un appareil photo. Parce que, voilà, donc tu te familiarisais un minimum avec la photographie au sens, avec un P majuscule, entre guillemets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que tu vas sur Instagram, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des contenus, mais la frontière est vraiment brouillée de savoir là-dedans qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce que c'est une photo? Est-ce qu'il y a de l'IA? Il n'y a pas d'IA? Est-ce qu'il y a du génératif? Est-ce que c'est un peu de photo, un peu de génératif, totalement du génératif, que de la prise de vue? Le manque de transparence. Voilà, et c'est ce problème de lisibilité de frontières, et typiquement là, un sujet, moi je vois
là, ça fait 2 ans à peu près qu'on a des phénomènes d'aurore boréale en France. C'est un sujet, moi, que je trouve assez incroyable parce que, en fait, je me rappelle, là, c'était en mai 2024, on a eu une série, c'était vraiment le grand soir, là, où on a eu des explosions d'aurore boréale, mais partout, même jusqu'à Madère, il y a eu des aurores boréales jusqu'à Madère. Et tu vois, ce soir-là, enfin, moi, j'ai passé la nuit dehors, mais le truc, c'est que il y a tellement aujourd'hui de contenu où des personnes font de l'IA sur des paysages de France avec des aurores boréales sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, tu vois, d'avoir typiquement une aurore bien verte qui est vraiment basse en altitude. À nos latitudes, c'est pas quelque chose qui arrive. Moi, je sais que en mai 2024, j'ai eu un peu de vert parce que je suis dans le nord de la France, donc je suis à des latitudes quand même qui sont plus proches du nord, mais plus au sud, c'était improbable. Et les quelques autres sessions d'aurore qu'il y a eu en France, c'était que voilà, un ciel un petit peu rosé. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as vraiment des gens qui, quand je dis les gens, c'est pas des photographes, mais tout le monde est inondé aujourd'hui d'images. Mais tu vois tellement passer d'images avec justement des ciels d'aurore boréale dans tous les sens en France, que le mec qui a passé la nuit dehors, qui s'est gelé les coucouilles entre guillemets sur le terrain, qui a son savoir-faire, qui a anticipé, qui a eu froid, et qui a passé ensuite des heures à traiter ses photos, etc., et qui est fier de partager son travail, bah finalement, dans la jungle de contenu, il va être côte à côte avec quelqu'un qui a fait un prompt. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as en plus un climat de suspicion, etc. C'est-à-dire que la beauté est douteuse maintenant. Oui, totalement. Je veux dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu en es à devoir te justifier, de prouver que tu étais bien sur le terrain pour faire ça. Et je trouve ça quand même assez dingo d'en arriver là, parce que, voilà, pour moi, c'est cette définition. C'est de dire aujourd'hui, les frontières sont brouillées. Parce que la photographie, de par l'évolution, notamment là, la dernière génération d'IA, là, le Nano Banana qu'on a maintenant avec Google et dans Photoshop, c'est tellement... alors, moi, je prends beaucoup de pincettes parce que moi, je trouve que c'est convaincant dans la mesure où tu regardes pas ça en trop grand. Parce que, voilà, comme on disait, c'est sur des petites définitions d'affichage. Mais dans la mesure où la plupart des contenus sont consommés sur un petit écran de téléphone, ça passe. C'est l'édition de contenu. Il y a un marché qu'il faut accepter. Moi, on n'est pas dans une causerie critique, on est dans de l'observation. Moi, j'ai un ami photographe qui fait partie de ma génération, qui maintenant a développé une activité d'éditeur de contenu. Et il répond à des besoins pour des petites entreprises, des petites sociétés. Donc, il a créé son petit studio. Si on revient sur le monde de la publicité, moi, j'ai bossé pendant 17 ans pour la pub. C'est-à-dire que j'ai fait des très, très, très belles campagnes internationales. Donc, avec des budgets colossaux. C'est-à-dire que c'était open bar au niveau budget. Donc on parle de 3, 4, 1 mois de travail sur une seule image pour des campagnes médiatiques mondiales. Lui, il faisait partie de mon équipe, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il reçoit des demandes spécifiques. Par exemple, imaginons le boulanger du quartier qui est dans le 11e, qui veut faire une promo baguette, la promo baguette. Et ben avant, il fallait faire quoi? Il fallait peut-être aller en studio, prendre une baguette. Un exemple très concret, il y a plus que ça. Quand j'étais pendant la Coupe du Monde de rugby, et j'étais à Lyon. Et quand je sors de l'aéroport de Lyon, donc dans le cadre de mes formations, donc éligible au CPF, j'y vais pour le week-end et je vois une énorme affiche d'un coq, tu vois, le coq français, avec la patte sur un ballon de rugby, tu vois, un peu en mode genre, ouais, on va y aller les gars, ça va être chaud bouillant, donc avec un drapeau, etc. Et j'ai regardé, c'était un génératif IA, bon, j'ai quand même l'œil un peu expert quand même. J'étais quand même analyste photo pendant les responsables qualité image pendant des années, donc j'ai développé une analyse. Mais je me disais, il n'y a pas si longtemps que ça, pour faire cette photo-là, il fallait déjà trouver le coq, le convaincre donc de ne pas bouger, tu vois. Il fallait le ballon en studio, c'était 2 ou 3 heures de shoot. Après, il y avait tout un travail donc, que je l'ai fait, hein, donc, en mode artisanal, donc en remodelant le corps du coq, etc. On arrivait à faire ça, mais c'était une semaine de travail. Maintenant, certainement que la personne, le studio, comme lui il le fait, c'est un studio d'édition, donc d'image, de contenu numérique pour les réseaux sociaux, c'est son métier maintenant, c'est un nouveau métier alors qu'il est photographe à la base, mais il répond à des besoins, donc déjà, bah, il faut bien se nourrir, hein, et donc il faut bien s'adapter, mais en fin de compte, cette photo-là, ça a dû prendre 10 minutes peut-être, et c'est vrai qu'il y a une part, il faut quand même aussi comprendre qu'il y a une part au niveau publicitaire, alors les très grosses agences de com, puisque je suis encore dans le milieu,
continueront à se payer des beaux photographes, à faire du studio, des retoucheurs, parce que c'est un peu comme une image. C'est l'image de l'agence de pub, c'est l'éthique, etc. Mais pour des petites demandes, donc des petits contrats pas trop chers, pour des personnes qui ont besoin de communiquer, ça répond vraiment, l'intelligence artificielle répond à ce besoin. On peut que l'accepter. Surtout qu'on en arrive aujourd'hui à cette hyper-communication, c'est-à-dire qu'avant, un boulanger, voilà, sa communication, un flyer, un truc. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a Instagram, tout le monde communique virtuellement. Donc aujourd'hui, moi, ça me fait toujours sourire de voir, par exemple, ça me fait toujours délirer. Il y a un Leclerc, là, c'est à Pont, je sais plus quoi, là. Ils font des vidéos, ils ont explosé sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a un community manager, quelqu'un qui s'est dit, tiens, on va faire des vidéos marrantes. Et en fait, c'est un moyen détourné de parler d'un supermarché. Mais c'est parce que le monde évolue, les codes évoluent. Et donc, aujourd'hui, il est certain qu'un boulanger, il n'aurait absolument pas les moyens de se payer une agence de communication pour faire un shooting studio en phase one. Tu vois, un truc qui n'a ni queue ni tête. Tout ça pour partager une image en 1080 par 1080 sur Instagram. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, on en arrive, et tu vois, on en arrive pour moi sur la démarche photo. C'est en effet ça, c'est de se dire, quelqu'un qui veut, par exemple, partager ses contenus sur Instagram, sur TikTok, pour faire de la création de contenu, voilà, l'IA génératif, etc., c'est vrai que ça permet... parce qu'en plus, aujourd'hui, une image... C'est un nouveau métier. Mais tout à l'heure, je parlais de Joseph Schumpeter, c'est ça, c'est de dire aussi l'innovation fait disparaître, certes, des métiers, des savoir-faire, etc., mais elle en crée de nouveaux. Et moi, je me souviens que... une fois, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait justement dans l'industrie et qui me disait, dans l'industrie automobile dans le Nord, et qui me disait, qui était ingénieur, et en disant, dans 10 ans, 70% des métiers dans 10 ans n'existent pas encore. Dans son domaine, quoi. Parce que le monde évolue comme ça en permanence, et aujourd'hui, c'est à une échelle exponentielle. Et on en arrive toujours à la finalité de se dire qu'est-ce qu'on fait de nos photos. Pour moi, il y a deux choses, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la personne qui va se dire, voilà, moi, je fais des contenus sur les réseaux sociaux, c'est du contenu presque jetable. Tu vois, c'est un peu le Chine de... Ouais, c'est une story qui dure 24 heures. Voilà, et tu dis, tiens, je poste, et le but, c'est quoi? C'est d'alimenter un algorithme, de le nourrir, etc. Ok. Ça, dans ce cas-là, il est certain que ce type de technologie, etc., ça répond à ce besoin. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un flux de volume pour exister. Par contre, à côté, quelqu'un qui, pour une démarche... purement amateur ou professionnel, mais qui se dit, attends, moi je fais de la photographie, on va se poser un petit peu. Moi, je suis pas là pour que ma photo, elle fasse des milliers de likes, etc., et qu'elle disparaisse dans un flux d'actualité au bout de quelques minutes. Moi, ma photo, je veux la faire. J'ai le plaisir d'aller sur le terrain, de la faire, de la penser, de la travailler, de l'imprimer, de l'afficher, de l'exposer, et de dire, cette photo, elle va traverser le temps, et voilà, les gens vont l'apprécier, etc. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on en revient un petit peu à ça. Moi, j'aime bien l'analogie parallèle avec un peu la musique, quoi. C'est de se dire, est-ce que tu sors un son pour faire le buzz et puis exister, ou est-ce que tu as juste la passion de la musique et te dire, je vais faire un son qui va traverser le temps, et puis voilà. Ben là, c'est un peu le même débat. C'est pas, à nouveau, c'est pas une critique de dire tout ce qui est nouveau, c'est nul. C'est une vraie réflexion philosophique de se dire... finalement, qu'est-ce qu'on cherche, quoi. Et ce que je trouve très frustrant, c'est qu'aujourd'hui, c'était un peu le but aussi de cette discussion, mais c'est, OK, aujourd'hui, tu as toutes ces nouveautés qui sont là pour tout ce qui est création de contenu, etc. Très bien. Et pour les gens qui veulent un peu faire ça bien, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Qu'est-ce qu'on pense comme outil? S'il y a comme des nouveautés intéressantes, par exemple, tu parlais de DxO, parce qu'il y a du bon, dans l'IA, il y a du bon. On sait très bien qu'il y a le génératif 100%, on tape un texte, on a une image, on répond à un besoin. Moi, quand je vends un tirage, le client m'a acheté la skyline de Burj Khalifa, qui est un panorama qui fait 1m80 de long sur 80 de haut, sur 10 bons contre-collés, sur plaque alu. On est dans du gros travail, on est dans de la qualité, on est dans le pixel, on est dans l'extrême qualité. Si on prend DxO, je me permets maintenant de faire des choses en tant que reporter
que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que maintenant, je sais que je peux me permettre de faire des prises de vue à main levée, donc dans des reportages de rue où j'ai peu de lumière, je peux me permettre de monter à 2, 3000, 4000, 5000 ISO, puisque je sais que ces logiciels qui sont capables d'analyser l'image et de compenser la montée en ISO et le remplacer par, on va dire, ce qui correspond à une qualité piquée d'une prise de vue, par exemple, à 600, 700 ISO, puisque c'est à peu près les tests que j'ai fait. Donc ça, c'est un vrai plus pour un reporter, puisque quand tu fais du reportage terrain, quand tu fais, par exemple, la Semaine Sainte de Léon, que j'adore photographier, le trépied, tu peux pas mettre un trépied, c'est pas possible. Il faut que tu travailles, donc à des vitesses. Le seul joker que tu as, c'était l'ISO. Et avant, quand j'étais à 20 000 ISO, je savais que ma photo était pourrie, quoi. J'arrivais à compenser, mais je passais un temps fou pour compenser. Maintenant, on sait. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a apporté un vrai plus, même pour les photographes qui sont photographes. On parle bien du photographe, de celui qui va sur le terrain et qui va ensuite travailler sa photo. Donc, c'est vrai que sur cet aspect-là, il y a un vrai plus puisque ça nous ouvre des perspectives. Moi, j'étais un des premiers retoucheurs numériques en France. Donc, on était une dizaine. Pourquoi ? C'est parce que je faisais partie de la nouvelle génération qui arrivait des gobelins, des patrons qui étaient prêts, qui voyaient que le monde allait changer de l'argentique vers le numérique. Donc c'est-à-dire que moi je retouchais les photos avant même que Photoshop existe, sur d'autres systèmes bien plus anciens. Mais en fin de compte, l'idée c'était quoi ? C'est que il m'a dit voilà, le monde va changer, le monde de la photographie va changer, le numérique arrive. Et donc c'est vrai que j'étais jeté dans la retouche numérique, c'est pour ça que j'ai fait 17 ans de retouche. Mais le monde s'est adapté. Donc le monde de la photographie a passé son temps à s'adapter aux nouvelles technologies. Mais c'est vrai que, mine de rien, même moi qui suis passionné de pixels, qui suis passionné donc de l'histoire de ma photo, qui donne un supplément d'âme à mon travail de photographe, quand je suis un auteur, je félicite toutes ces évolutions basées sur l'IA. Il y a du très bon aussi. Après, c'est comme tout, je pense qu'il va falloir un certain temps d'adaptation et les choses vont se mettre en place. Là, moi je suis totalement d'accord. Il y a deux choses. La première, c'est, comme on disait, ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil en plus dans notre besace de photographe. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et après, la deuxième chose, c'est de dire, moi ce que je trouve très troublant, c'est la vitesse, à quel point ça va. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est de dire, même dans notre quotidien de photographe, on a des outils qui, il y a encore 2-3 ans, nous semblaient complètement irréels, quoi. Et tu vois, pour revenir à DxO, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de leur logiciel, etc. C'est parce que pour bien connaître la philosophie de la boîte, l'idée, c'est que moi, ce que j'aime chez eux, c'est que l'IA, en fait, n'est pas un débat, dans le sens est-ce qu'on doit le mettre ou pas. La réponse est clairement oui, il faut le mettre. Mais c'est que c'est toujours dans une réflexion de dire c'est au service des photographes, dans une démarche vraiment photographique. Et de dire, on met pas de l'IA pour mettre de l'IA, c'est pour vraiment un photographe passionné. Quand tu parles de tripoteur de pixels, moi je trouve que c'est totalement ça, et c'est pour ça que j'adore leur logiciel, notamment Photolab, un peu dans la démarche. C'est que dans leurs outils, il y a toujours une réflexion de se dire qu'est-ce que cet outil peut apporter au photographe, même dans sa conception, etc. Et c'est ça que j'apprécie profondément chez eux, c'est que il y a cette démarche-là vraiment de réflexion. Et moi souvent, parce que je travaille sur les deux en parallèle, hein, sur Lightroom, Photoshop et puis Photolab, et des fois les gens me disent mais tu travailles sur les deux. Je dis oui, mais parce qu'en fait, par exemple dans Photolab, moi je trouve un truc que j'aime bien, c'est que justement j'aime me poser. C'est un logiciel qui me pousse à me poser, à vraiment réfléchir, etc. Et ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est une démarche en fait. C'est de se dire, on en parlait, mais quand tu aimes la photographie, tu aimes, comme nous par exemple, qui sommes des photographes de paysage, tu aimes te lever tôt ou te coucher tard, tu aimes braver les éléments, et on se le disait souvent, Antonio, tous les deux, nous on aime les temps difficiles, nous on aime les grosses météos, on aime les environnements. Moi je me sens jamais autant vivant que quand je suis sous les éléments, et on en parlait de ton voyage au Lofoten, c'est ce que je te disais, tous les deux on a une passion pour les territoires nordiques. Pourquoi ? Parce qu'on ressent une forme de fragilité dans ces milieux où on se sent tout petit, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a quelque chose que toutes ces technologies ne nous enlèveront pas, c'est la passion du terrain, voilà, l'histoire, exactement. Et c'est le fait de se dire, avant tout, et moi je pense que c'est un débat qui est plus large autour de l'IA et qui dépasse totalement la photo, c'est de se dire quelle est la place de l'humain là-dedans,
et de notre identité, de ce qui fait ce que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, on va tous être égaux derrière un prompt. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut être avec son clavier. Mais tout le monde n'est pas égal derrière un appareil photo. Tout le monde n'a pas le même regard, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Et c'est ça aujourd'hui aussi qui va nous différencier. On en revient vraiment à la racine de ce qu'est la photographie comme tout art. C'est de se dire, finalement, toi, quel est ton regard sur le monde ? Je vois quelle direction tu veux prendre, c'est le sentiment de tout contrôler. Oui, totalement. Faut pas oublier que les algorithmes, les algorithmes qui alimentent l'IA, s'alimentent de toutes les images de tout le monde. On le sait très bien. L'IA a besoin d'apprendre. Donc ça veut dire que si on utilise tous le même logiciel génératif IA, quelque part on va normer l'image. C'est-à-dire qu'en fin de compte, arrivé un moment, on va tous... Parce que imaginons que l'IA c'est un cerveau, le cerveau pense de la même façon. Si on interroge le même cerveau, à un moment, on va uniformiser la créativité. Et donc on va pousser vers le bas l'engagement. C'est comme par exemple la composition. La composition, c'est quoi ? On sait très bien qu'il y a des règles de composition. C'est-à-dire que, imaginons que l'IA, c'est les règles de composition. Quand on reste sur les règles de composition, on bosse tous de la même façon. Tandis que si demain on décide, non, moi ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire autrement, et en fin de compte, on va générer d'autres approches, on va dire au-delà des standards. Dans mes formations présentielles, je parle des règles de composition. J'étais formé par les Gobelins, donc j'étais formaté par une grande école. Mais j'ai su à un moment me dire, non. Donc ça va, c'est contre-productif, ça va à l'encontre de ma sensibilité. Donc je vais faire comme je fais. Par contre, s'appuyer sur des logiciels qui vont penser à ta place, en fin de compte, c'est confier ta sensibilité à un logiciel. Voilà. Ouais, totalement. Et on en revient à comme pour tout, et ces questions d'IA, de même la robotique demain, etc., c'est de se dire quelle est la place de l'humain avec tout ce qui va avec, sa sensibilité. Je veux dire, qu'est-ce qui différencie un humain d'une machine pour l'instant ? Mais je veux dire, c'est le fait que nous, on a une sensibilité, des émotions, on ressent, on a des sens, etc. Des choses qui sont, je veux dire, c'est la subjectivité. C'est la subjectivité totale de se dire, voilà. Et le truc de la photographie, c'est précisément de se dire que chaque photo est unique parce qu'elle a figé un fragment de temps qui ne se reproduira pas. De dire, tu vois, toi qui rentres de Norvège, les photos que tu as ramenées de Norvège, ce sont des instants figés que toi tu as vu derrière ton appareil photo avec ton angle de tes yeux à ce moment-là. Et le truc, c'est que ça, sauf si quelqu'un était avec toi, mais sinon personne ne peut ne peut se targuer de dire voilà, alors que l'IA, écoute, on fait tous la même chose. C'est un peu comme aujourd'hui les trends sur les réseaux sociaux où tout le monde fait la même chose. Pourquoi à nouveau ? Parce que c'est pour alimenter un algorithme, pour être populaire, etc. Et de se dire, mais justement, il y a une normalisation de la création de contenu qui fait que aujourd'hui tu vas t'aligner sur ce qui marche, pas parce que tu y crois, juste parce que c'est comme ça que ça fonctionne, au lieu de dire mais attends, toi en tant qu'individu, qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce que tu regardes ? Voilà. Et aujourd'hui, tu as le tribunal de dire ah oui mais ça c'est populaire, si je fais pas ça, en fait je vais sortir des canaux, je vais pas percer, etc. Non, en fait, l'art, je te dis, moi, l'histoire de Claude Monet, moi, me passionne toujours, parce que quand je vois... moi, j'adore l'impressionnisme. C'est quelque chose, moi, que j'adore, parce qu'il y a justement un côté, je trouve, très émotionnel. Quand je regarde de l'impressionnisme, il y a ce côté où j'aime réfléchir à ce que ça me fait ressentir. Et le truc, c'est que... quand je vois justement sur ce début du 19e siècle comment ça a été accueilli, de se dire mais... oui, c'est pas dans les standards, etc. Mais c'est pas grave, c'est de l'art. C'est la définition même de l'art. C'est de se dire que c'est l'expression de ta sensibilité, de ton regard, etc. Et la photographie, je veux dire, au même titre que, regarde, jadis, la photographie était perçue comme une menace pour la peinture. Non. Moi, j'ai fait les beaux-arts. Ma formation première, c'est les beaux-arts avant d'intégrer l'école de photographie des Gobelins. Donc j'ai les deux mondes. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'arrivée de Photoshop, il y a déjà bien longtemps maintenant, n'a fait que numériser ce qu'on faisait déjà avant. Voilà, totalement. Parce que tout ce qui est remplacement de ciel, tout ce qu'on fait maintenant avec Photoshop, on le faisait déjà en argentique. C'était beaucoup plus long, c'était assez laborieux, mais on y arrivait. C'était pas aussi parfait. Maintenant, on peut le produire en 1 heure. Donc il faut bien comprendre que le monde ne fait que d'évoluer. Voilà. Mais pour en revenir au terrain,
il faut aussi intégrer une notion, celle que j'aime bien distiller, c'est que la photo, en fin de compte, c'est juste l'aboutissement d'une histoire. La photo, quand je déclenche, je termine mon histoire. Parce que, en fin de compte, quand on va sur le terrain, quand on va se cailler, comme je me suis caillé au Lofoten, etc., la photo, c'est juste la motivation. Parce qu'en réalité, ce qu'on aime bien, nous, réellement, c'est tout ce qui est avant. C'est tout ce qui est avant. C'est ce qui nous motive. Et après, moi, je pense que c'est partie de mon métier de photographe, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'aller au Lofoten. Et peut-être que les gens n'iront jamais découvrir cette raison-là. Donc mon idée, moi, c'est un peu comme une mission, c'est que d'aller des ambiances qui correspondent à ma sensibilité, d'engager physiquement, matériellement, tout un travail pour être au bon moment, pour choper la belle lumière, et avoir ce plaisir de partager avec des gens qui ne verront jamais, ou qui n'auront jamais la possibilité de voir, c'est ça. Et donc c'est vrai que, comparé à cette technologie où, en fin de compte, comme tu le dis, n'importe qui peut maintenant se créer un compte virtuel sur Instagram en postant des photos du monde entier alors qu'il n'a jamais quitté son appartement. Voilà. Donc mais pourquoi pas? Moi, je ne veux pas critiquer cette personne-là, même si des fois je trouve que ça manque un peu de transparence. D'où le fait que je disais, c'est cette... Moi, pareil, je n'ai absolument rien contre les gens qui le disent, enfin qui le font, mais à condition de le dire, d'être transparent, de dire voilà, c'est totalement généré par l'IA. Tu as des comptes aujourd'hui sur Instagram, etc., qui sont, le nom explicite, c'est de l'IA. Je veux dire... À nouveau, c'est une forme de création qui est nouvelle et de toute façon, il faut l'accepter parce que qu'on le veuille ou non, c'est là. Mais c'est le problème aujourd'hui, c'est justement ce manque de lisibilité de savoir... quand tu vas au Lofoten, c'est un endroit quand même pour y aller, c'est un peu long, hein, je veux dire... 2 jours pour moi. Ben voilà, tu vois, je veux dire, c'est un endroit pour le coup où ça se mérite entre guillemets d'y aller. En plus, quand il va en hiver, c'est vrai que les conditions sont quand même assez dantesques parfois là-bas. Ce que je veux dire, c'est que c'est une destination qui entre guillemets, je vais pas dire se mérite, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être motivé quand même pour y aller. Et après. De se dire, attends, je vais y aller, je vais me lever, je vais y être au bon moment, au bon endroit, je vais prendre le temps, je vais réfléchir, enfin voilà. Et tu te dis, je fais tous ces efforts, après je vais soigner ma prise de vue, je vais ensuite vraiment, dès le départ, j'ai une recherche dans ma composition, dans mon travail de la lumière, etc. Voilà, tu présentes ta photo et au final, dans un flux Instagram, elle va être noyée au même titre que la personne qui a fait un prompt. Et parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, il y a 2-3 ans, il y a des choses qui nous paraissaient inconcevables. Quand tu vois Nano Banana aujourd'hui, la qualité quand même de génération de cette IA, moi quand on me pose la question de savoir ce que j'en pense, moi je trouve, ça ce n'est que mon avis, je trouve que là on a vraiment franchi un cap avec cette IA-là. Moi je trouve qu'on a franchi un cap. Firefly d'Adobe, c'était... Ouais, voilà, je veux dire... bon, là, Nano Banana... Quand même, il y a un truc. Ouais, moi, ça m'a pas mal... J'ai fait des tests... Oui. Non. Et quand tu compares avec Firefly, tu te dis non, là vraiment, il y a un gap. Moi, j'ai le parcours photographie et créativité, que tu es membre. Tu vois, ce sont 12 ateliers, 100% créatifs. C'est-à-dire qu'on part de photos assez basiques et on va la reformater, on va la retravailler, on va passer du temps, on va passer 2 ou 3 heures. Et moi, je me disais, mais à la rigueur, quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi je m'inscris à ta photo académie, puisque si je dis... J'aimerais les cheminées de Gaudi noir et blanc façon Antonio Guglielmo, j'ai obtenu une photo qui correspondra plus haut. Mais en fin de compte, je me suis dit, en fin de compte, c'est une remise en question de mon activité de formateur passionné. Moi, je suis photographe de terrain, j'aime la passion du terrain, mais j'aime aussi tripoter le pixel. Puis en réalité, non, puisqu'en fin de compte, le passionné sera toujours aussi passionné. Ah, totalement. Ah, totalement. Non, mais on en arrive à ça. C'est après de se dire quelle est ta fin. Si t'es un professionnel dont le truc c'est créer du contenu, et à nouveau, ce sont des outils qui vont t'aller. En gros, les 12 ateliers de la Photo Académie pourraient être... Et c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est ça les dernières mises à jour, c'est que pour nous, créateurs, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Puisque les ateliers que j'ai conçus il y a 3 ans, sont des ateliers qui utilisent des outils historiques de Photoshop. Ça veut dire que même quelqu'un qui a un CS6, tu vois, en fin de compte, c'est quoi? C'est les masques de fusion, le tampon,
tout ce qui est calque, groupe de calque, dynamique, etc. Ce sont le niveau, les courbes, ce sont des outils qui existent depuis toujours. Des outils fondamentaux de Photoshop qui ont fait la réputation de Photoshop et qui sont utilisés, je veux dire, qui sont je veux dire, un masque de fusion, c'est tu vois, Photoshop, masque de fusion, voilà. Photoshop, moi, si je devais le définir, c'est quoi? C'est un masque de fusion, tu vois, c'est les calques, sont les calques. Tu contrôles les masques de fusion, tu contrôles 100% de 98% de Photoshop. Le reste, ce n'est que des outils. Mais de toute façon, c'est que tu fasses de l'art plastique, où tu fais toi-même des découpages, etc., où tu fasses du Photoshop, c'est le même process, quoi. Je veux dire, c'est strictement la même chose. C'est juste que tu travailles pas sur le même support, quoi. Et quand je vois les gens, comment ils galèrent, toutes les 3 semaines, on fait une visio, on discute, on fait une causerie un peu comme ça, mais avec tous les membres, pour les difficultés. Et les gens me disent, mais j'ai galéré, mais t'imagines pas à quel point j'ai galéré. Mais quel plaisir d'avoir réussi. Quel plaisir de dire, ça, c'est ma photo. C'est moi qui ai galéré dessus. C'est moi qui ai déplacé chaque pixel. Et quel plaisir de créer soi-même. Donc, c'est ce truc-là, le plaisir de créer soi-même. Alors que les ateliers, donc finalisés, on pourrait les générer par IA. Mais t'as pas le plaisir du côté artisanal, tu vois, le côté passionné qui va tripoter les pixels. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que plus cette technologie évoluera, plus les vrais passionnés continueront. Ça va resserrer les rangs, en fin de compte, du vrai photographe. Après, on sait très bien qu'il va falloir s'adapter. Mais ça, c'est comme avec toutes les innovations. T'as les gens, les pros qui sont vraiment à fond, etc., qui vont continuer. Il y a, pour moi, la masse qui est plutôt observatrice, tu vois, qui regarde, qui est curieuse, qui va essayer, etc. Mais bon, voilà. Et après, t'as des gens qui vont regarder ça un peu de loin en se disant non, attends, moi c'est bien, mais ça colle pas à ce que j'ai envie. Et tu vois, on en arrive aujourd'hui, c'est pour ça que je reprenais l'analogie de la musique, mais je veux dire, aujourd'hui, t'as des boutiques de disquaires qui réouvrent. C'est assez marrant quand tu vas te balader dans les villes, t'as de plus en plus de boutiques de vinyle aujourd'hui qui réouvrent. Ça revient à fond. Et pourquoi? Parce que les gens, tu sais, moi j'aime bien l'adage, enfin en anglais les gens ils disent less is more. Tu vois, le truc de se dire attends, on va revenir à un truc basique. Et tu vois, en photo, l'équivalent c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui tu as un regain de l'argentique, notamment chez les plus jeunes. Moi, l'argentique, quand j'étais gamin, il y avait pas, c'était le tout début du numérique. On faisait, moi, toutes les photos de famille, etc. C'était de l'argentique, hein, tu vois. Et après, moi, quand j'ai commencé à faire de la photo, moi, pour le coup, j'ai fait de la photo, j'ai commencé en numérique. Mais je vois aujourd'hui, moi, je fais quand même de l'argentique en parallèle, juste pour mon plaisir de dire, je sors avec un boîtier, une péloche et juste, voilà, pour mes souvenirs personnels, pour de dire. Je prends le temps, etc. Et moi, je vois, pas au dernier salon, celui d'avant, sur le stand de l'atelier de Charles, j'ai eu la chance de me faire tirer le portrait au collodion humide. Quand j'ai vu, c'est la première fois que j'avais un portrait de moi au collodion, pas à la chambre, au collodion. Quand j'ai vu ma photo sur la plaque de verre avec vraiment le rendu collodion, ça m'a secoué. Parce que c'est la première fois que je me voyais avec ce rendu-là qui est vraiment propre au collodion. Et j'ai jamais ressenti ça sur une photo numérique, quoi, je veux dire. Et t'as ce truc-là, on en revient à des trucs très basiques, c'est l'émotion, en fait. Tu vois, t'as une forme de magie, d'expérience. Et tu vois, moi, je revois un peu, tu vois, j'adore, j'ai lu beaucoup de choses sur Ansel Adams, par exemple. Tu vois... cette démarche-là, enfin, quand je vois tu vois, des photos d'Ansel Adams avec sa chambre, là, Yosemite, etc., je me dis, waouh, le mec, il prenait quelques photos et puis basta. Mais l'expérience, quoi. L'expérience de te dire, je prends, je réfléchis, je pense mon truc, et le rendu, waouh. Tu vois, ça va pas plus loin que ça. Mais c'est pour ça que même quand je faisais l'accompagnement terrain, et je pense que je vais en refaire bientôt, je mettais la pression à mes apprenants en disant ne prenez pas de la photo pour la prendre. Réfléchissez, pensez, imaginez, projetez-vous dans votre travail photographique. Là, je reviens des Lofoten, j'ai fait 600 photos. Parce que tout simplement, je m'assois et j'attends. J'attends, j'observe, je m'immerge, je prends le temps de l'observation. Être photographe de terrain, comme nous, on peut l'être. Quand on est aussi formateur, on transmet cette passion du terrain. Mais moi, être photographe de terrain, c'est accepter la déception. C'est accepter de revenir bredouille, c'est accepter de revenir. C'est un vrai travail sur soi, en fin de compte, cette histoire du terrain. Parce que quand tu es pendant 2-3 heures à attendre, tu prends de l'eau, après tu as un peu de vent, tu te cailles, tu protèges ton boîtier. Puis à un moment, il y a comme une sorte de
de magie. La Dame Nature te dit, bon écoute, ça fait 3 heures que je te fais chier avec mon temps pourri, je vais te mettre juste une petite percée donc, dans les nuages, et va rentrer, et je vais éclairer cette petite crête de montagne. Tout ça, en fin de compte, derrière cette intelligence artificielle qu'on ne refuse pas, c'est notre propre histoire. Et quand tu exposes ton travail, donc comme j'ai la chance de le faire régulièrement, les gens qui viennent, là t'es pas à travers un écran, t'es pas sur un téléphone, t'es face à la personne qui regarde ton travail, qui te regarde toi. Et en fin de compte, tu sais que tu peux raconter ton histoire. Et je pense que c'est ça entre nous passionnés du terrain, c'est qu'on a notre propre histoire derrière chaque photo. Que ce soit des histoires dramatiques, parce que tu sais très bien, j'ai créé des séries très intimes qui racontent une histoire plutôt dramatique, mais c'est aussi une façon de raconter différemment, que ce soit des photos pour la presse magazine, que ce soit des photos pour donc aller chercher de la matière à travail, tu vois, parce que la différence entre un atelier qui est entièrement tripoté par Photoshop, où on va idéaliser, on va créer une image purement graphique pour répondre à un besoin graphique, on part d'une photographie, on part d'un photographe qui était sur le terrain chercher de la matière à travail, qui va ensuite recréer. C'est les ateliers du parcours. Qu'elle part d'une photo, et que derrière il y a un humain qui va tripoter pendant des heures le pixel, pour moi c'est ce qui me passionne. Après, qu'on aille chercher des génératifs en demandant à un logiciel, un algorithme de créer, c'est autre chose. Donc c'est pas la même approche, c'est pas la même philosophie. Non, parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est aussi de se dire que parfois, moi, je vois quand je sors, je vais faire des photos, il y a quand même un certain nombre de fois, ça m'est arrivé de dire, des fois, toi-même, en tant qu'individu, t'es pas dedans, tu vois, je sais pas, tu t'es levé, t'étais pas bien, t'as la tête un peu dans le fion, je sais pas, tu vois, il y a des jours, voilà, tu pars avec une bonne intention, puis finalement, non, et de se dire, des fois, bah, tu sais quoi, juste l'appareil photo, bah, je le range dans le sac. Bah voilà, c'est tout. Je peux pas faire de photos, mais je vais pas faire de photos pour faire des photos, tu vois. C'est que il faut aussi être dans le truc de se dire, bah c'est pas grave. Toi et moi, on voyage beaucoup. Il y a beaucoup de gens, quand ils partent en voyage, ils se mettent une pression de se dire, ah, il faut que je photographie ça, faut que je te dire, mais non, mais attends, mais il y a pas de pression, en fait. La seule pression qu'il y a, c'est la tienne. Et donc, le truc, c'est souvent, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est je leur dis, mais toi, pourquoi tu fais de la photo ? Qu'est-ce que tu veux montrer ? Pourquoi tu en fais ? Parce qu'on en revient à ça, en fait. Tous ces outils, ce sont que des outils. Je veux dire, la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est savoir, c'est bien, aujourd'hui, tu peux remplacer une poubelle, tu peux sélectionner un ciel, tu peux... Voilà. Mais tout ça, c'est pour faire quoi ? Et le truc, c'est que ces outils, de par leur simplicité, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ils vont brouiller un petit peu le message de savoir, oui, mais pourquoi on les utilise ? Parce que les gens, quand... moi, je sais que beaucoup, quand ils se forment sur de l'édition, ils veulent savoir tous les outils, comment ils fonctionnent, etc. D'accord, pourquoi pas ? Mais c'est pas parce que tu vas savoir parfaitement percer un trou avec une super perceuse que tu vas faire une belle déco dans la pièce que tu bricoles. Le truc, c'est de se dire, oui, mais quelle est ton intention ? Et le problème, c'est qu'on en arrive à ça, c'est peu importe l'outil que tu vas avoir, que tu aies de l'IA, pas de l'IA, du génératif, pas du génératif, du masquage, pas du masquage, dopé à l'IA, etc. C'est... Quelle est ton intention ? Et ça, le problème, c'est que il faut le penser, c'est une vraie démarche qui est beaucoup plus large. Et c'est de se dire, mais finalement, ma photo, qu'est-ce que je vais en faire ? Parce qu'en fait, on s'en fout de savoir s'il y a de l'IA génératif ou pas. C'est de savoir, oui, mais pourquoi tu l'utilises ? Quelle est la finalité ? Tout ça, ce ne sont pas des fins en soi. C'est de dire, je vais l'utiliser parce que dans mon intention, moi je dis toujours ce mot d'intention, dans mon intention, je veux aller là. Je veux montrer ça. Et le problème, c'est que ces outils sont... Avant, tu vois, justement, tout ce que tu apprends aux gens à travers le parcours, ce sont des outils rustiques, fondamentaux, mais en attendant... par le passé, les gens apprenaient à les utiliser parce que ça demande quand même du travail pour maîtriser ces outils à bon escient. Mais pour ça, il faut être motivé. Donc, tu te dis, voilà, je suis motivé, mais parce que derrière, j'ai une intention en tête, et pour arriver à cette intention, j'ai un chemin à parcourir. C'est pour ça que le nom du parcours est réfléchi. Et de se dire, je vais faire ce parcours pour arriver à mes fins. Mais pour ça, il faut connaître ses fins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu que tu peux faire ça en 2 clics, bah, en fait, tout le monde arrive devant en se disant bah, moi aussi je peux le faire, j'ai pas à l'apprendre. Typiquement, il n'y a pas si longtemps que ça, un photographe qui voulait remplacer un ciel,
ça demandait du travail de retouche. Et il fallait être quand même motivé dans sa démarche pour dire tiens, je vais le faire, je le réfléchis, etc. Aujourd'hui, tu changes un ciel en un clic. Et le problème, c'est que quelle est la cohérence là-dedans ? Comment est-ce qu'on pense sa photo ? Pourquoi on le fait, etc. Et ça, ce sont des questions pour moi qui, du coup, sont cachées par tout ce bruit-là qu'il y a autour de l'IA. Et le problème, c'est que tout ça n'a de sens que si on sait l'utiliser. Tu vois, par contre, dans le parcours Photo Academy, là, 100% créativité Photoshop, puisque c'est des ateliers qui n'utilisent que Photoshop. Mais comme tu dis, des outils historiques qui existent depuis toujours. Voilà. Mais par exemple, l'atelier, celui qui bluffe le plus, que je propose quasiment, c'est le 11e atelier, je crois. C'est le Blade Runner Dubaï. Ce que tu dis, c'est très important. Je peux argumenter pourquoi. C'est parce que chaque atelier, avant de rentrer sur la phase conception, création d'image, même si on a une base photographique, on va recréer l'image, on va l'idéaliser, on va lui donner un imaginaire qui correspond donc à notre envie de raconter quelque chose. Chaque atelier, le premier quart d'heure, c'est l'intention photographique. Et quand par exemple l'atelier Dubaï, je suis sur le Business Ring à Dubaï, quand j'ai pris ma photo, je savais déjà ce que je voulais en faire. Et ce qui est bluffant, c'est que je dis aux gens avant, parce qu'il y a un peu une sorte de scénographie, un peu de teasing, entre ça et ça, c'est juste le pinceau, l'outil pinceau, donc de Photoshop. Je vous promets une chose, je n'utiliserai que cet outil-là, l'outil pinceau. Même l'IA, par exemple. Si on revient sur l'IA générative, si tu n'as pas une culture de l'image, parce que tu peux demander à l'IA, fais-moi une photo de Dubaï avec la lune, etc. L'autre va te générer quelque chose, mais l'IA n'a pas de sensibilité. L'IA n'a pas son histoire, ton histoire à toi. Tu vois ? Donc ça veut dire que elle va te proposer une image. Mais si toi, culturellement, tu n'as pas l'éducation visuelle, si tu n'as pas l'éducation, tu n'as pas la vision photographique qui te dit, attends, et là ce qu'il me propose, c'est incohérent. Pourquoi mon premier plan, la lumière vient de droite ? Pourquoi la lune, il y a une lumière de gauche ? Donc même pour les personnes qui travaillent sur du génératif 100% IA, si elles n'ont pas la culture de l'image, si elles n'ont pas cette réflexion au niveau de la cohérence des lumières, des contrastes, on aura des images totalement fausses. Et c'est ce qui se produit régulièrement. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu en Italie les montagnes, là, qu'on s'appelle les Dolomites. Tu avais un coucher de soleil rasant de droite et le ciel était de gauche. Et donc, tu avais genre un ciel de fin du monde sur une lumière, genre c'était le printemps. J'ai envie de leur dire, mais formez-vous quand même. Je critique pas le fait que vous utilisez le génératif IA à 100%, mais il faudra passer par l'éducation visuelle pour être capable de contrôler l'outil. La création numérique, c'est ça aussi. Peu importe dans quelle approche, il faut, même que ce soit passionné comme nous on peut l'être, ou en fin de compte on va sur le terrain, et après on va sublimer l'image, ou on va lui donner un supplément d'âme qui correspond à nos sensibilités, ou qu'on veuille générer des images pour faire appel à du contenu, il faudra forcément avoir une éducation visuelle et photographique pour se dire non, ça ne fonctionne pas. Ouais, totalement. Et en plus, je veux dire, dans la photographie, tu as plein de techniques qui sont intéressantes. Tu vois, tu peux travailler avec du blending. Enfin, tu peux faire vraiment des choses qui sont intéressantes pour venir, je veux dire. En plus, moi, ça me fait toujours un peu crier quand les gens ils te disent ah, machin, c'est pas de la photo, mais si, et même du temps de l'argentique, je veux dire, tu vois, les collages et trucs. Enfin, je veux dire, ça a toujours existé. Moi je vois typiquement quand tu vois, t'es sur la prise de vue, etc. T'as ce côté, moi je trouve ça vraiment jouissif quand t'es sur le terrain, que t'es derrière ton appareil photo et que dans ta tête, t'as ton image finale dans la tête. Tu vois ? Et ça, il y a ce côté jouissif de se dire, c'est un peu un parcours de pèlerin, tu vois, de te dire, je suis sur le terrain, nous, alors bien évidemment, que tu sois comme nous sur le terrain, ou que tu sois dans un studio, ou que tu sois, peu importe. C'est le fait de te dire, dès le départ, tu as cette intention dans ta tête qui fait ce que tu es. Et c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut accepter aussi, on est dans des processus où aujourd'hui on vise... Les défauts dans notre pratique ou dans notre comportement de photographe font partie de notre signature. Voilà, et c'est ce que j'allais te dire. Dans un monde de perfection, l'imperfection fait aussi ce qui existe. Et tu vois, je veux dire, aujourd'hui,
tu vois, d'un côté, on va essayer d'avoir la photo la plus parfaite possible, et ce qui est selon les besoins, qui est tout à fait normal. Mais à côté, je veux dire, parmi les plus belles images qui ont marqué l'histoire, avec des photos argentiques qui parfois étaient floues, et on s'en fout. C'est pas ça qui a fait que ces photos, elles nous ont parlé. C'est parce qu'elles racontent quelque chose, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une personnalité, parce que voilà. Et le truc, c'est que aujourd'hui, moi, ce qui m'effraie en fait là-dedans, c'est en fait, c'est pas tellement l'outil, parce que bon, voilà, c'est plutôt le fait de la photographie, et c'est l'art en général, parce que t'imagines, aujourd'hui, c'est pareil. Par exemple, la sculpture, ça va être compliqué, et encore que demain, tu auras un robot qui peut-être te fera de la sculpture. Mais par exemple, la peinture, aujourd'hui, tu fais un prompt, on te génère une peinture. Mais tu vois, nous, la photo, ce qui est compliqué, c'est ce que je disais. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est aujourd'hui ce brouillage des frontières. Et ça, c'est quelque chose que je trouve... par exemple, pour la photographie événementielle, etc., arrive un moment où tu fais de l'événementiel, tu as un événement, un mariage, une fête, un truc, bon. Mais comme pour nous, par exemple, quand tu fais du paysage, je veux dire, déjà, quand tu vois les nouvelles générations d'IA génératives, c'est bluffant. Et vu que c'est exponentiel, dans très peu de temps, ça va l'être encore plus, de se dire, demain, si tu fais un prompt qui sera finalement assez fin, tu pourras vraiment reconstituer presque ce que nous, on fait sur le terrain. Mais dans la consommation du contenu, le problème, c'est que tout le temps qui a été pris, etc., ne sera pas apprécié. Aujourd'hui, moi, je dis aux gens, mais voilà, on suit quelqu'un, certes, pour ses productions, mais c'est aussi pour sa personne, pour sa personnalité, pour l'individu. Et je pense que, enfin, je ne vais pas dire que c'est le mot de la fin, mais moi, aujourd'hui, ce qui me rassure, c'est la volonté face à tout ça, c'est que les gens, ça les questionne sur, notamment, ça nous questionne en tant qu'humains, aussi sur notre rapport aux autres. Parce que ça, on en a déjà parlé ensemble, tous les deux en off, mais tu vois, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe total, notamment avec les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a jamais été autant connecté aux autres, et pourtant, on n'a jamais été aussi seul. Parce que on est connecté aux autres via notre téléphone, notre clavier, etc. Mais pourtant, on ne voit pas les gens. Et tu vois, pour moi, justement, le principe de la photographie, c'est peut-être ça aujourd'hui, c'est de se dire, peut-être que finalement, tout ça, oui, l'IA, à nouveau, c'est pas une mauvaise chose, mais peut-être qu'au final, les gens, ça va peut-être les faire réfléchir à se dire, oui, mais en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est de vivre. J'ai envie de me sentir vivant. L'IA, ça te fait ressentir rien. Je veux dire, ça donne pas de frissons, ça donne pas de transpiration, ça te donne pas de tremblement, de tout ce que tu veux. Et c'est le fait de se dire, Tu rentres pas avec les chaussettes qui puent parce que tu as marché pendant une journée dans les terrains humides, quoi. Moi, je me souviens en Islande, sur la plage à Diamond Beach, d'y être allé, j'avais pas mes bottes, j'y suis allé avec des guêtres, et j'avais une paire de chaussures, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai passé 2 heures les pieds mouillés avec l'eau islandaise qui est vraiment qui caille sa maman, hein, et de faire ensuite 1 heure de route pour rentrer avec les pieds, les chaussures remplies d'eau, avec les chaussettes mouillées, et de rentrer et de vider mes chaussures remplies d'eau et de voir mes pauvres chaussettes là qu'on subit ça, mais de se dire putain, c'était incroyable, et chaque fois que je vois ces photos là, j'ai ça en tête en fait. Oui, mais c'est ça, mais t'as tout simplement ça, c'est la conclusion, c'est que tu te rappelles de ça. Voilà. Parce qu'en fait, le truc, moi, c'est ce que je dis souvent à Laura, ma compagne. Moi, je lui dis, dans ces moments-là, c'est là où je me sens vivant, en fait. Tu vois, quand je suis derrière mon trépied, sur le terrain, et plus c'est dur, plus je me sens vivant. Et c'est là où, tu vois, la magie, la photo, c'est un prétexte. Mais moi, par exemple, je suis très, très sensible. Je suis très sensible à ce que la nature peut m'offrir. Un beau ciel multicolore qui s'embrase, ça m'émeut profondément. Mais tu vois, par exemple, il y a, lors d'un de mes stages photo à Madère, je crois que c'était à Madère, quand je faisais l'accompagnement terrain, il y avait une de mes voyageuses qui... on était devant une lumière, mais un truc de... Je crois que c'est ma plus belle photo de Madère. Je crois que depuis... je crois que je photographie même plus, parce que je crois que j'obtiendrai pas mieux. Ouais, mais voilà, ouais, c'est ça. Mais elle était en mode panique, parce que la lumière, c'est 30 secondes, hein, pas plus. Ouais, c'est ça. Et à un moment, je lui dis, écoute, laisse tomber. Profite. Laisse tomber. Assieds-toi, regarde, parce qu'au moins, tu perdras pas ça. Et la fois, j'ai discuté avec un grand monsieur de la photo, qui a son nom parce qu'il voilà, c'est
quand même quelqu'un de très très connu, et il me disait c'est la conscience, Ouais. la conscience intellectuelle. Bah, on en revient à ça. On en revient à ça. Voilà, tu es conscient de ce que tu fais. Et parce que nous sommes la somme de nos expériences. Moi, c'est ce que je dis toujours. Nous sommes de par qui nous sommes. Vraiment c'est l'addition de nos expériences, bonnes comme mauvaises, et de dire dans notre parcours photographique, on se nourrit de nos expériences. Comme pour tout dans la vie, d'ailleurs. Comme pour tout dans la vie. Voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous comment vous positionnez, dites-nous des choses, tout simplement. Voilà. Et puis je pense que, comme on match plutôt pas mal avec toi, Mathieu, on va se faire des petites causeries comme ça. Totalement. Et on se disait peut-être proposer carrément des séances de critique constructive sur certains d'entre vous. Donc on va mettre peut-être ce format en ligne, donc en collaboration. Donc dites-nous ce que vous en pensez, et puis on se revoit bientôt. Merci Mathieu. Bah, merci beaucoup mon cher Antonio, et puis à très bientôt. À très bientôt quelque part sur un caillou, face à un coucher de soleil. Ouais, exactement. Ça, c'est le bon programme, ça. Ciao, bye bye. Ouais, ciao, bye bye.